Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Diagonaliste dédié aux Diagonales de France, randonnée de longue distance à vélo. Je suis Marc Jacquemont et je vous accompagnerai lors de ces aventures. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Alain, un diagonaliste chevronné qui partagera notamment son expérience d'une double diagonale Brest-Strasbourg et Strasbourg-Perpignan. C'est le premier podcast enregistré en visio. Malheureusement, un enregistrement en présentiel était compliqué. Bonjour Alain, peux-tu te présenter? Bonjour Marc. Eh bien, je m'appelle Alain Lomaillet, j'ai 70 ans, je suis normand, marié, père de deux enfants, grand-père de deux petits-enfants, et j'habite Saint-Jean-de-Thomas. Ça dira pas grand-chose à beaucoup de monde, mais c'est en bordure de baie du Mont-Saint-Michel, dans le département de la Manche. Peut-être côté vélo, en deux mots, j'ai fait du vélo un peu en compétition en cadet. J'ai totalement arrêté ensuite pour mes études et ma vie professionnelle, quelques essais en vie professionnelle, mais c'était pas compatible. Et donc je n'ai repris véritablement le vélo qu'en arrivant à 60 ans, en 2013. Et je suis tombé tout de suite dans le bain de la longue distance en faisant des rencontres de cyclotouristes très chevronnés dans le long. Alors, est-ce que c'est par ces rencontres que tu as fait ta première diagonale? Est-ce que tu pourrais nous en parler? Oui, enfin, dès la première année pratiquement de reprise du vélo, j'ai fait des brevets qualificatifs pour Paris-Brest-Paris, alors que je ne pensais pas faire Paris-Brest-Paris. Et à cette occasion-là, j'ai rencontré différentes personnes, dont la personne qui a le record aujourd'hui du nombre de Paris-Brest-Paris terminés dans les délais que tu as peut-être rencontré cette année. Et puis, pendant les brevets aussi, j'ai fait la rencontre de quelqu'un qui sur le forum Super Randonneur, qui est moins utilisé qu'il ne l'a été, mais qui s'appelle Diago 41. Et Diago 41, dans Diago, il y a Diagonale, donc et il avait choisi ce surnom puisqu'il les avait toutes faites, et c'est lui qui m'a donné l'idée d'en faire une première. Pardon Alain, qui a le record de nombre de Paris-Brest? Oh, il va pas aimer, mais je suis en train d'oublier. Comme je vieillis, j'ai le nom, c'est un Angevin. C'est la personne qui s'occupe des longues distances au RCA. Mais sur le moment, son nom m'échappe. Mais je pourrais envoyer une photo que tu mettras en dessous du podcast avec son nom et son prénom. Il m'en voudra pas, j'espère, s'il écoute. Après cette première diagonale, quel souvenir en gardes-tu? Bah écoute, c'est toujours prétentieux de dire des choses comme ça, mais bon, j'avais choisi une diagonale relativement facile puisque ma première diagonale, donc c'était Brest-Perpignan. C'est souvent la première diagonale faite par des diagonalistes qui en font d'autres après, parce qu'elle est considérée comme plutôt facile. Et j'ai eu la chance d'avoir du temps plutôt bon sur cette diagonale. Donc, en général, je suis arrivé vers 19-20 heures au plus tard à mes hébergements. Je suis reparti vers 5 heures le lendemain. Donc, j'ai bien récupéré. Je suis arrivé avec pas mal d'avance à Perpignan, et j'avais trouvé ça relativement facile, mais tout en étant conscient qu'une diagonale pouvait devenir difficile si on avait du mauvais temps. Ça a été le cas dans mon doublé. Donc, il faut faire attention, il faut toujours rester modeste face à une diagonale. Sur le papier, normalement, c'est accessible pratiquement à toute personne bien entraînée. Dans la réalité, si les choses ne vont pas dans le bon sens, ça peut devenir délicat. Mais Alors, donc, j'en ai gardé un bon souvenir. Et dès l'arrivée à Perpignan, je me suis dit que j'en ferais d'autres. en faire d'autres, sauf que là, tu as fait le choix d'en faire d'autres d'affilée. Donc, je précise qu'Alain est un grand rouleur, vu de chez moi, est un grand rouleur. Et donc, penchons-nous maintenant sur ton doublé Brest-Strasbourg, Strasbourg-Perpignan. Comment tu l'as organisé? Comment tu as préparé ton itinéraire, ta feuille de route? Alors oui, alors tu as évoqué de la notion de doublé. Alors d'abord, peut-être un mot sur pourquoi le doublé. Bon, en fait, le long, c'est un peu une fuite
une espèce de fuite en avant, quoi. C'est-à-dire, tu t'aperçois que bah, t'as jamais atteint tes limites. Alors, ça peut interroger, hein, mais t'as jamais atteint tes limites. Donc, l'année d'avant ce doublé, j'avais fait une traversée de France organisée par Stéphane Gibon, que beaucoup de diagonalistes et non diagonalistes connaissent. Disons, c'est un orfèvre du traçage disons, d'épreuves longue distance. Et donc, cette traversée de France, elle faisait à peu près 1700 kilomètres. Et je m'étais donné comme objectif à suivre, donc, de faire 2000, d'atteindre les 2000. Et ça faisait pile 2000 de faire Brest, Strasbourg, Perpignan. Et j'ai choisi de les faire, alors pour répondre à ta question plus précise, j'ai choisi de les faire sans jour de repos, mais en ayant une dernière étape pour arriver à Strasbourg qui me permette d'arriver en début d'après-midi. En général, je calibre, j'en ai fait 3 diagonales, mais à chaque fois, j'ai calibré 3 étapes longues, de 180 à 300 kilomètres, et une dernière étape courte. Donc là, en l'occurrence, ça m'a permis d'arriver à Strasbourg en début d'après-midi et de pouvoir me reposer un peu. Et puis, je voudrais juste dire un mot aussi de l'accueil à Strasbourg, parce que quand on fait Brest-Strasbourg, en général, en tant que diagonaliste, on est accueilli par Jocelyne. Et Jocelyne est venue à ma rencontre, comme elle le fait pour beaucoup de diagonalistes. Et j'étais en pleine canicule au moment où j'ai fait cette diagonale. Et elle est arrivée à ma rencontre avec des morceaux de melon presque glacés. Et c'est un souvenir incroyable. Et elle s'appelle la Madone, on la surnomme la Madone de Strasbourg. Et c'est pas pour rien. Donc, Jocelyne, si tu nous écoutes, je te fais un gros bisou. Voilà, donc, bon, je sais plus du coup où j'en suis. Donc, Jocelyne Euh, était l'alibi pour faire Brest-Strasbourg, Strasbourg-Perpignan. oui, voilà. Du coup, bah, je suis resté à peu près jusqu'à 16 heures avec elle. Après, je suis allé à mon hôtel et je suis reparti le lendemain. J'avais prévu de repartir à 4 heures sur ma feuille de route, mais on était encore dans l'après-confinement. Et il y avait des heures qui étaient imposées. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. On oublie vite ce genre de truc. Mais je n'ai pas pu partir en fait avant 6 heures du matin. Et comme on pointe au commissariat, c'était délicat de pas respecter les choses. Donc, au lieu de partir à 4 heures, je suis reparti à 6 heures. Donc, j'ai eu ouais, une demi-journée quand même plutôt de repos, quoi. Donc, entre les deux, mais je voulais pas une journée entière. Je pense que quand on enchaîne comme ça, et d'ailleurs, c'est ce que mes amis que j'ai cités tout à l'heure m'avaient dit, vaut mieux pas de faire de coupures trop longues. C'est pas le but d'en parler aujourd'hui, mais j'ai fait un tour de la France en 2022 et j'ai pas fait non plus de journée de coupure. J'ai fait des étapes plus courtes, mais j'ai toujours roulé tous les jours. Donc en diagonale, je pense que c'est la même chose. Si on en enchaîne 2, il vaut mieux ne pas trop couper, quoi. Et donc, bah, sur Brest-Strasbourg, tout s'est déroulé normalement par rapport à mon plan de route. Par contre, ça n'a pas du tout été le cas sur Strasbourg-Perpignan, où le mauvais temps, on en parlait tout à l'heure sur ma première diagonale, quand le temps est bon, tout va bien, et quand ça se détraque, ça peut devenir très ennuyeux. Donc là, sur le doublé première diagonale, très grosse chaleur, j'avais le bitume fondé au sol en Bretagne, donc c'est quand même assez rare. Ça a suivi en descendant dans le sud et ça s'est pas arrangé, mais ça a tourné à l'orage. Donc en fait, j'ai eu une deuxième diagonale Strasbourg-Perpignan énormément perturbée par le mauvais temps. Donc, de la pluie, ça t'a retardé. Oui, alors j'ai eu de très gros orages. Alors bon, c'est peut-être mon âge qui fait ça, mais je suis devenu d'une nature assez prudente. Mais je pense qu'il vaut mieux quand on fait des choses comme ça, être aussi garder la lucidité, de la prudence. Donc les orages devenaient dangereux. Enfin, c'était de la terre boueuse qui roulait au sol et non plus seulement de la pluie. Enfin bon, quand ça dévale comme ça, donc j'ai été obligé d'abréger ma deuxième étape. Donc, c'est quand même le tout début de la deuxième diagonale. Donc, d'abréger ma deuxième étape, j'ai fait, en fait, sur le deuxième jour, 50 kilomètres de moins que ce qui était prévu. Donc, ça voulait dire que le lendemain, je repartais avec un déficit de 50 kilomètres à combler. Et le troisième jour, je suis parti à 3 heures du matin pour essayer de rattraper le retard. Il y avait toujours les orages qui étaient là.
Donc j'ai dû faire aussi quelques coupures pour éviter les grosses averses. Et puis très rapidement, je me suis pris un vent de face. Et quand on descend vers le sud avec le vent de face, il peut être très fort. Et là, il était très fort. Donc j'ai eu 200 kilomètres de vent de face. Et donc j'ai repris du retard. Et puis cerise sur le gâteau. Et à un moment donné, je m'aperçois, je devais pointer à Gignac. Et puis je regarde, mais je voyais jamais Gignac arriver. Et bien en fait, je me trouvais au sud de Gignac. Donc en fait, ma trace chargée sur mon GPS ne devait pas être la bonne. Eh bien, je suis arrivé à Gignac au prix d'un détour. Bon, ça c'est pas trop grave, mais quand même après beaucoup d'intempéries qui m'avaient déjà fait prendre du retard. Et donc j'arrivais avec 4 heures de retard sur ma feuille de route à Gignac. Et puis, bah, un peu de fatigue accumulée parce que dès qu'on prend du retard, on a tendance à plus forcer. On reviendra tout à l'heure sur la bonne allure à adopter peut-être sur la longue distance, enfin, au moins de mon point de vue. Et là, j'ai été obligé de forcer certainement au-delà de ce qui était pas raisonnable, mais c'est devenu obligatoire de forcer un peu contre le vent pour rester dans les délais. Et malgré ça, de perdre du temps. Donc, donc, je suis arrivé à Gignac avec 4 heures de retard. J'ai mangé, je suis reparti. Et comme j'avais pas la bonne trace, j'ai demandé à mon GPS de m'emmener à Béziers, qui était mon prochain, où je devais normalement dormir. Et il était à minuit quand je suis reparti. Donc, il n'était pas question de dormir à Béziers, mais il fallait quand même que j'y passe. Et j'ai pas vérifié ce que Garmin me proposait pour aller à Béziers. Et au lieu de me faire passer par la plaine, pour ceux qui connaissent un petit peu la région, Garmin m'a fait passer par le Causse. Donc il y a un Causse qui a un nom, là je l'ai oublié, mais mes jambes s'en rappellent encore. Donc en fait, je me suis payé 200 ou 300 mètres de dénivelé supplémentaire. Et je suis arrivé, j'ai mis plus de 6 heures à faire 68 kilomètres entre Gignac et Béziers. Donc ça sentait l'épuisement. Donc je me suis arrêté à Béziers pour dormir sur un banc. Alors, je reviens un tout petit peu en arrière. Donc là, tu as quand même pas mal de péripéties. Tu parlais de tes 200 kilomètres avec du vent de face. Le vent de face, c'est dur pour le moral, c'est dur ta vitesse ralentie. Comment tu fais pour tenir 200 kilomètres en vent de face? Tu accélères pour pas perdre de temps, tu prends sur toi, tu... Bah, c'est un juste équilibre à trouver, quoi. Bon, enfin, on y reviendra, mais je suis adepte en longue distance, de rouler en zone d'intensité légère, faible. Donc, pour ceux à qui ça dit quelque chose, en dessous de 75% de ma fréquence cardiaque maximale. Et bah, forcément, quand le vent est là, c'était du vent certainement 50-60 en rafale, hein, donc peut-être 40 de base, 30 ou 40 de base, et puis 60 de rafale. Bah, forcément, tu sors de ta zone de confort, comme on dit. Hein. Et puis, bah, il y a le délai, quoi. Bon, il faut quand même rouler pour ne pas perdre trop de temps sur la feuille de route. D'où une autre idée sur laquelle je reviendrai peut-être plus tard, mais j'y pense maintenant, donc je le dis, c'est partir sur une diagonale, il faut partir avec une marge de sécurité en temps. Si on a une marge de sécurité trop courte, bah, dès qu'on va rencontrer des problèmes comme ça, on va appuyer sur les pédales et on va se cramer. Si on sait qu'on a une marge de sécurité relativement large, moi, ma marge, c'est au minimum 5 heures de marge de sécurité. Donc, je prévois d'arriver, si tout se passe bien, 5 heures avant l'heure limite fixée par le règlement. Et ben là, en l'occurrence, ça m'a beaucoup servi parce que même avec 4 heures de retard à Gignac, il me restait encore 1 heure et demie de marge. Mais c'est vite mangé, quoi. Là, Euh, ouais, c'est de la vas-y. prudence. Et je reviens sur ce que tu dis sur gérer l'effort, parce que tes deux diagonales étaient faites sans jour de repos, tu l'as indiqué, c'est mieux d'affiner. Alors justement, rentrons dans le sujet. Comment toi, tu gères l'effort sur la régularité pour pas te cramer, pour pas t'épuiser? Voilà, donc bon, on met de côté tout ce qui est intempérie qui peut venir perturber les choses, mais normalement, je m'impose de rouler en dessous de 75% de ma fréquence cardiaque maximale. Donc ça veut dire déjà que je connais ma fréquence cardiaque maximale. Donc j'en suis même encore un peu fier parce que pour mes 70 ans, je monte à 180. Donc, alors quand on dit que c'est 220 moins l'âge, bah, c'est mieux. Donc dire oui, donc j'essaye au maximum de rester en dessous de 75%. Bon, forcément,
quand les boss l'imposent, je monte au-dessus et je monte au-dessus parce que je m'en aperçois. Et pour s'en apercevoir, il faut nécessairement avoir un cardio-fréquence-mètre. Donc, je ne conçois pas seulement parce que je suis vieux, mais je ne conçois pas qu'on puisse rouler, faire de la longue distance, même rouler tout court, sans cardio-fréquence-mètre. D'une part, parce que ça va permettre de calibrer son effort. Quand je dis rester en dessous de 75, il faut un cardio, il faut un GPS qui me renvoie l'information. Et ça va me permettre aussi de vérifier comment mon cœur se comporte, parce que, en fait, ce qu'on fait, même si on essaye de forcer le moins possible sur le long, on fait quand même des choses qui ne sont pas anodines et il faut surveiller, à mon avis, il faut surveiller son cœur. Bon, je ne le ferai pas là, mais j'ai des exemples de gens qui se sont aperçus qu'ils avaient des anomalies cardiaques parce que leur GPS lié au cardio leur a dit. Et s'ils ne l'avaient pas eu, ils seraient peut-être morts, quoi. Donc, je crois que, disons par exemple, quand je fais une longue sortie, même une sortie presque plus courte, une ou deux fois pendant la sortie, à un moment donné où mon cœur est malgré moi presque, mais en entraînement, je fais encore monter un peu je sors de la zone de confort. Et quand je suis à peu près à 160 ou 165 pulsations, je coupe mon effort de façon à voir comment mon cœur se comporte dans la baisse. Et normalement, il doit baisser rapidement et régulièrement. Et ça, si tu le vérifies pas, bah, tu peux pas le savoir. Et bah, il y a quelques personnes, ça m'empêchera pas de mourir sur mon vélo, hein, mais autant mettre quand même toutes les chances de son côté, quoi. Donc, le Donc, cardio, ce n'est pas un ouais. accessoire, c'est indispensable. Ah oui, 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 oui. Moi, enfin souvent d'ailleurs, euh, sur le long, je rencontre, sur la traversée de France dont on parlait, j'ai roulé et séjourné aux étapes avec un gars qu'on n'avait pas et j'ai essayé au maximum de le convaincre, quand même, de même que j'ai un ancien copain pro qui roule sans casque, enfin qui roulait sans casque jusqu'à et j'ai essayé de le convertir longtemps et il s'est converti lui-même parce qu'il s'est fait balancer sur un rond-point, il est tombé sur la tête. Donc et depuis, ça n'a pas été trop grave, et il porte un casque. Donc il y a des choses comme ça qui sont incontournables. En dehors du cardio, tu utilises d'autres choses pour ta régularité? Je mesure ma fréquence de pédalage. Alors c'est peut-être moins important que le cardio parce qu'il n'y a pas de sécurité derrière, mais pour moi c'est un indice de performance à suivre. Alors il faut d'abord connaître sa fréquence de pédalage habituelle moyenne. Moi sur une sortie de 100 km à peu près, je suis à 80 tours par minute. Donc sur le long, je tombe plutôt à 75 puisqu'il y a l'effort étant très long. Euh, et justement, la mesure de ma fréquence de pédalage me permet de m'apercevoir d'une fatigue qui arrive, alors qu'en fait, quand on est dans l'effort, on va pas forcément la mesurer sur le moment. Et quand je m'aperçois que ma fréquence de pédalage, eh bien, elle tombe en moyenne sur une demi-heure à peu près à 70, bah, ça veut dire que je suis trop fatigué, mes jambes tournent plus et que c'est peut-être le moment de faire une pause, pas forcément longue, mais de façon à pouvoir repartir avec une fréquence de pédalage normale. Donc oui, cardio, GPS et puis, disons, cadence de pédalage relié au GPS également. Et je mettrai à part, je l'ai, mais je mettrai à part peut-être un troisième élément qui est le capteur de puissance. Autant ce qu'on vient de citer est essentiel, autant pour moi le capteur de puissance est presque superflu. On peut faire des diagonales sans capteur de puissance. Bon, c'est un élément supplémentaire. Personnellement, je l'utilise avec une alerte pour ne pas monter au-delà on va être technique, mais au-delà de 90% de ma FTP. Donc ça représente chez moi 210 watts à peu près. Donc dès que j'atteins 210 watts, ça veut dire que je commence à trop forcer, que je vais laisser des plumes donc je coupe mon effort pour redescendre en dessous. Mais on peut aussi pratiquement avoir le même raisonnement avec la fréquence cardiaque, sachant quand même que la fréquence cardiaque a tendance à varier sur la distance, elle dérive, comme on dit, et puis même en longue distance, elle peut plafonner.
alors qu'on est encore capable de monter dans les watts sur le vélo. Et donc, en fait, c'est un supplément d'information, mais qui est pas indispensable et c'est quand même un coût. Donc, ceux qui ne peuvent pas, si vous pouvez pas vous payer de capteur de puissance, faites quand même des diagonales. Alors, même si tu as les outils pour gérer ton effort, tu as l'expérience, mais ce qui est important, c'est l'entraînement. Comment tu t'entraînes? Bon, tu l'as dit tout à l'heure, donc je fais en moyenne sur mes 10 ans, depuis que j'ai repris le vélo, j'ai fait 16 000 par an. Alors, ça paraît beaucoup pour certains, mais j'ai des contacts sur Strava qui font 30 000. Je fais pas de coupure en hiver, donc j'ai jamais de période j'ai pas 2 mois d'interruption sans vélo. Alors, j'habite dans une région tempérée, hein. Quand on habite en montagne, c'est parfois plus difficile. Malgré tout, s'il fait mauvais, je roule quand même. J'ai un home trainer connecté, donc j'ai pas de coupure. Par contre, mes 2 premiers mois, janvier, février, sont des mois d'endurance pure en entraînement. Je commence à refaire des exercices sur route que deuxième quinzaine de février, voire fin février. Par contre, sur janvier-février, si je suis obligé de faire du home trainer, j'en profite aussi pour faire de la vélocité, de la force et des choses comme ça, avec des efforts plus calibrés. Et on parlait tout à l'heure, oui, du capteur de puissance. Avant d'acheter un capteur de puissance qui a un coût peut-être de 800-900 euros, il vaut mieux mettre le même investissement dans un home trainer connecté qui permettra de faire des exercices de vélocité, de force, d'intensité, très calibrés et dans son garage quand il fait pas beau, quoi. Donc, c'est sûrement plus utile. Donc, les mois d'hiver, un peu moins de kilomètres, les mois d'été, un peu plus, pas de coupure, et puis un rythme, 4 semaines d'entraînement intensif. Alors, quand je dis intensif, je suis pas un pro, hein, donc, mais dans lequel je vais mettre 4 semaines avec de la vélocité, de la force, un peu de fractionné, même si pour des raisons de santé, je suis obligé de baisser le pied un petit peu sur les efforts très intenses. Donc, mais je roule pas pour rouler, je roule avec un objectif pour mes sorties. Euh, donc voilà pour ce qui est. Et sinon, mes sorties les plus longues pour préparer une diagonale, pratiquement toute l'année, ça va être 120 km à peu près. Et c'est seulement à l'approche de la diagonale que je fais. Donc sur mon doublé, en semaine S-2, j'ai fait un 300 avec un gros dénivelé. En Normandie où j'habite, on trouve des gros dénivelés. On trouve 4000 sur 300 km à peu près, hein, sans problème. Et j'ai fait un 2 fois 200 en semaine N-1. Donc, et par contre, j'ai petite spécificité d'entraînement. Alors, c'est pas vraiment une spécificité d'entraînement. J'ai été pris au jeu du dodécodax. Alors, je sais pas si tout le monde connaît le dodécodax, mais c'est au moins un 200 par mois, 12 mois consécutifs. Et quand on a terminé, donc on a fait un dodécodax, mais le dodécodax de 12 mois, on peut le poursuivre en continu. Et en ce qui concerne, je vais bientôt fêter mes 10 ans de dodécodax, mais je le dis très modestement parce que j'ai dans mes connaissances des gens qui sont bien au-delà, dont le recordman du nombre de Paris-Brest dont on parlait tout à l'heure. J'espère que son nom va me revenir avant la fin du podcast. Alors, je reviens en arrière, Alain, avec deux questions. La première, tu disais, au sortir de l'hiver, je fais des sorties avec que de l'endurance. Ça veut dire que tu fais des sorties sans dépasser tes 75% de l'FC max? C'est ça, une sortie Alors en pendant l'hiver, hein, c'est même pas au sortir d'hiver, c'est plutôt pendant l'hiver. pendant Oui, l'hiver? oui, oui, ouais, ouais. C'est vraiment c'est de l'endurance. Alors ça peut être je sors quand même parce que dans l'endurance, on peut faire des bouts un peu plus forts que 75, au-delà de 75. Donc, mais je vais pas faire de seuil, par exemple. Donc, aller au-delà de 90% de ma fréquence cardiaque maximale sur les 2 mois d'hiver, pour moi, ça sert. Enfin, je trouve qu'il faut d'abord des fondations avant de monter les parpaings, quoi. Et les parpaings du seuil viennent après, quoi. Et deuxième question, peux-tu en quelques mots m'expliquer c'est quoi faire du fractionné? Alors bon, donc
il y a plusieurs façons d'en faire. Donc, au regard de mon âge et de ma santé, aujourd'hui, le fractionné, pour moi, ça va être essentiellement de faire sur une même sortie, de faire de la vélocité, par exemple, et de la force, tout en restant dans un niveau de fréquence cardiaque que je vais mettre fixé. Donc, j'essaye aujourd'hui, pour des raisons de santé, de ne pas dépasser 90% de ma fréquence cardiaque maximale. Donc, sur une sortie où je vais mélanger force et vélocité, ça c'est plutôt sur home trainer que je le fais. Donc, je vais monter par exemple toutes les côtes en force. Et puis, je vais faire toutes les descentes en vélocité. Donc, je vais être à 50 tours et 230 watts, par exemple, dans les montées, ce qui va m'amener à 90% à peu près de ma fréquence cardiaque maximale. Et dans les descentes, je vais rester à 100, 110 tours, je vais plutôt monter à 100, 110 tours. Par contre, je vais être à 100 watts de puissance et mon cardio, dans ce cas-là, va rebaisser et je vais repartir sur la force, sur les minutes de force suivantes, avec un niveau cardiaque où je vais être à 70 à peu près. Et là, je vais remonter à 90. Et, euh, et ça, on peut aussi le faire sur la route. Donc, dès les beaux jours, je refais vélocité. Là, par contre, je fais plutôt de la vélocité en montant les bosses. Et puis, je reviens à un rythme de pédalage normal sur le plat et sur les descentes. Et puis, à la sortie suivante, je vais inverser. Je vais monter toutes les bosses en force. Donc, et je vais, une fois rendu sur le plat et dans les descentes, je vais retrouver donc un rythme normal. Donc, quand je dis force, c'est 50 tours à peu près. Donc, je mets tout ce que je peux en braquet pour être à 50 tours. Et en ce qui me concerne, pour ne pas monter au-delà de 90% de ma fréquence cardiaque maximale. Mais quand je préparais le doublé de diagonale, je faisais la même chose, hein, et le seuil que j'essayais de pas dépasser, c'était 96% de ma fréquence cardiaque maximale. Autrement dit, de travailler dans ce qu'on appelle la zone de seuil, donc entre 90 et 96%. Aujourd'hui, ça m'est un peu interdit. Alors, quand je t'entends, pour préparer une diagonale, il faut faire, comme toi, 15 000, 16 000 kilomètres, ou il faut plutôt faire moins, mais avoir un entraînement pensé? Alors, je viens d'avoir un flash et je me rappelle du nom du recordman. C'est Jean-Claude Chabiran. D'accord. Voilà, donc Jean-Claude, si, oui, et je pense qu'il écoutera, il doit écouter tes podcasts. Donc Jean-Claude, si tu nous entends, Bonjour tu me Jean-Claude. pardonnes d'avoir oublié momentanément ton nom et il vient de surgir. Donc voilà, et du coup j'ai oublié ta question. Alors, l'entraînement, c'est important avant une diagonale. C'est quoi? C'est la quantité de kilomètres ou c'est la qualité de l'entraînement qu'il Ah faut? ouais, ouais. Alors, je viens de dire que tu m'as fait dire que je faisais 16 000. Donc, on pourrait en déduire qu'il faut quand même faire des kilomètres. Mais je pense que on peut faire des diagonales en faisant 7-8 000 par an. Donc, par contre, les 7-8 000, il faut qu'ils rentrent enfin, pour moi, c'est bien qu'on fasse pas les 7-8 000 pour rouler, mais qu'on fasse les 7-8 000 pour progresser. Et seuls les exercices permettent de progresser. Et à cette occasion-là, j'aimerais citer un ouvrage qui m'a beaucoup apporté. Alors, tu le connais peut-être, mais ça s'appelle Le Vélo Guide. Et c'est une édition de l'équipe dans leur collection qui s'appelle Le Coach. Et ces histoires qu'on a abordées ensemble à plusieurs reprises là sur les zones d'intensité, intensité faible, intensité plus poussée, zone de seuil, tout ça, c'est très bien expliqué dans ce bouquin. Et franchement, je le recommande. Et en plus, cerise sur le gâteau, il y a un plan d'entraînement qui reprend disons, quand on peut rouler par exemple 3 heures, 3 fois par semaine, pour chaque jour de la semaine, et puis pour les périodes de l'année aussi, janvier, février, plus soft, le reste du temps, plus ça va, plus on monte, et pour chacune des sorties, un thème de sortie, de la vélocité, du seuil, du fractionné, du rythme, etc. Et ce plan d'entraînement, le nom dira sûrement
disons quelque chose à beaucoup de monde, c'est Steph Grapp de la FDJ qui l'a écrit. Et franchement, moi, ça m'a modifié ma façon de me préparer pour toutes les épreuves longue distance. Merci. Alors là, on est vraiment prêt avec l'entraînement. Je reviens sur la diagonale, ton doublé. Tu as eu de la canicule. Comment tu gères ton alimentation et ton hydratation? Pour l'hydratation, j'ai une alerte sur mon GPS toutes les 10 minutes. J'ai aussi une alerte, alors, pendant qu'on est sur les alertes, j'ai une alerte quand je sors des 75%, sur le long, hein, mais autrement, quand je suis en entraînement, j'ai une alerte quand j'atteins le seuil, donc quand j'atteins 90%, puisque ma santé ne me permet plus trop d'aller au-delà. Pour l'alimentation, donc pour la boisson, oui, une alerte. Moi, je pense que quand on est pris dans le feu de l'action, on oublie de boire, y compris quand il fait chaud. Et puis, on n'est pas tenté de boire parce que la boisson est chaude. Donc, et il faut la boire quand même, sauf à s'arrêter sans arrêt pour boire du frais dans les bistrots, mais on est obligé de boire, donc il faut se forcer à boire. Et puis, bah, l'alimentation, bah, je porte le moins possible d'alimentation sur moi et j'achète au fur et à mesure, en faisant quand même attention sur les dimanches après-midi et les lundis. Bah, si vous avez jamais fait de diagonale avec un dimanche après-midi et un lundi dedans, soyez vigilants parce que vous trouverez pas grand-chose à manger. Dans ce cas-là, je renforce un peu ce que j'ai dans mes sacoches. Mais ça, à mon avis, ça sert à rien d'avoir trop à boire et trop à manger sur le vélo. Quand je suis pas en période de canicule, j'ai qu'un bidon de plein, par exemple. Ça paraît pas, mais c'est quand même. Alors, je suis pas un adepte du poids pour le poids. Je surinvestis pas dans mes vélos, par exemple, pour gagner des grammes sur le vélo. Par contre, les grammes qui coûtent pas cher, qu'on peut gagner sur le cycliste, en faisant attention à son poids et puis ce qu'on peut gagner en faisant attention à ce qu'on met dans ses sacoches et dans ses bidons. Bah, ça permet quand même de partir un peu plus léger et le poids qu'on n'emmène pas facilite quand même sur le long, ça devient sensible. Hein. Tu bois de l'eau pure ou de l'eau avec des minéraux dans tes Pur. purs? Alors je rajoute, mais j'en ai pas toujours suffisamment. Je rajoute des électrolytes, c'est ça qu'on dit. J'ai par contre, je me souviens plus de la marque, mais je mange quelques pastilles avec quelques vitamines dedans que j'achète en pharmacie. Le nom m'échappe, donc on pourra mettre ça aussi en note au bas du podcast. Non, de l'eau pure et j'ai abandonné les poudres. Non, alors pas les poudres qu'on met dans les bidons parce que ça, je les digérais pas. Donc et effectivement, enfin, dans les poudres, il y a beaucoup de lactose et de choses comme ça, quoi. Et dès qu'il fait chaud, ça fermente et franchement, ça peut vite devenir indigeste. Donc, j'ai abandonné ça il y a très longtemps. Bon, je reviens à l'alimentation. Donc, tu pars peu chargé et tu fais quoi? Tu vas dans les boulangeries, des pizzas? Oui, je vais dans les boulangeries, je vais quand je trouve rien d'autre et à Gignac, dont on parlait tout à l'heure, c'est lui qui m'avait sauvé, c'est des à kebab. Donc, heureusement qu'ils sont là, hein, tard le soir. Donc, je vais au restaurant vraiment exceptionnellement quand je trouve rien d'autre, mais ça m'est arrivé, même sur un 200 récent. Toutes les boulangeries étaient fermées, tout le reste était fermé, donc j'étais obligé d'aller vite fait manger un plat du jour dans une brasserie. Donc, sinon, boulangerie et épicerie. Moi, je crois beaucoup aussi aux supérettes parce qu'à la fin, t'en as un peu marre des sandwichs. Et dans les supérettes, tu trouves des salades, tu trouves des choses qui peuvent varier un peu l'alimentation. Donc, mais par contre, pas de régime. Hein. C'est le cas de la plupart des gens qui font du long, n'ont pas vraiment de régime alimentaire pendant le. Ça fait bondir d'ailleurs les cyclistes compétiteurs, mais on n'a pas besoin, à mon avis, de faire de régime. Quoi. Tu dors pas dans les buissons comme Patrick Plaine, tu as un hôtel réservé. Ou alors, à Strasbourg, c'était exceptionnel l'hôtel parce que j'ai pas trouvé près de l'hôtel de police où je devais pointer à l'arrivée et au départ. J'ai pas trouvé d'Airbnb. Sinon, je loge plutôt en Airbnb. J'ai rien contre l'hôtellerie. Alors, j'ai travaillé professionnellement pour cette profession-là pendant de nombreuses années. J'y ai beaucoup d'amis, mais
C'est pas adapté à notre rythme de cyclotouriste. Demander un petit déjeuner à l'hôtelier à 4 heures du matin, il sait pas faire. Et la plupart du temps, quand on demande un plateau, même ça, on a du mal à l'avoir. Donc, c'est vérifié, hein, encore récemment. Donc, Airbnb est beaucoup plus adapté. On se débrouille avec ce qu'on amène, parfois avec ce que notre hébergeur nous laisse aussi dans la cuisine. Il y a souvent de quoi se faire un petit déjeuner compris dans le prix de la chambre et on part à l'heure qu'on veut. Donc c'est vraiment très très souple. Et puis on n'en a pas parlé au tout début, mais on avait un peu prévu de le faire. Moi, je roule en solitaire. Et donc, Airbnb, ça me permet, c'est pas facile à l'hôtel, mais ça me permet de rencontrer les autres. Et ce sont en général des rencontres merveilleuses. Et je vais simplement citer un exemple sur sur ce doublé de diagonale. Donc, mon premier soir, j'étais à Fougères. Ça tombait à mon anniversaire. Donc, j'ai dû le dire à mon hôte dans la conversation. Je partais le lendemain à 4 heures et elle s'est levée à 3 heures pour me faire des crêpes. Donc Marie, si tu nous écoutes, je vais peut-être lui envoyer le lien vers le podcast. Marie, si tu nous écoutes, je t'embrasse. Et il y a vraiment des gens formidables et sûrement tu en fais partie. Et puis ton mari avec lequel j'ai beaucoup discuté ce soir-là aussi également. Donc voilà, bis à tous les deux. Alors justement, quand tu es arrivé chez Marie dans un hébergement, tu viens avec ton vélo, il t'accompagne. Peux-tu nous en parler? Comment il est ton vélo? Alors déjà, quand je vais dans les hébergements, et c'est aussi une des raisons du choix du Airbnb, c'est que souvent dans les Airbnb, ils acceptent que je rentre mon vélo. Et à l'hôtel, c'est parfois plus difficile. Donc, et pourquoi est-ce que les cyclotouristes font très attention à leur vélo? Ben souvent, d'abord, s'ils l'ont plus le lendemain matin, et puis ben souvent, c'est quand même des montures dans lesquelles on a mis un petit peu d'argent, donc on y fait attention. Donc moi, je roule en vélo, j'ai un vélo carbone depuis toujours, depuis 2013 où j'ai repris le vélo, je roule en vélo Spé, la marque américaine. Mon vélo est un vélo typé été, parce que j'en ai changé depuis, mais est un vélo typé confort. Donc c'est le Roubaix de chez Spé. Et j'étais dans la gamme S-Works de chez Spé, donc la gamme utilisée par les pros. Donc que j'avais acheté neuf et que j'ai toujours. Hein. Donc moi je pense que ça vaut le coup de faire de mettre de l'argent et de ne pas en changer tous les 2 ans plutôt que de mettre moins cher et de changer souvent. Et puis, alors, par contre, si on peut pas, il vaut mieux des fois aussi prendre une gamme un peu plus faible. Donc, la gamme Pro, par exemple, si on reste chez SP, est très bien. Mon dernier vélo, d'ailleurs, j'ai pas pris un X-Works parce que ça devenait beaucoup trop cher. Mais je suis en Pro et par contre, je fais attention aux roues que je mets dessus, quoi. Donc, il vaut mieux surclasser les roues et sous-classer le cadre plutôt que de prendre un super cadre avec des roues de, j'allais dire un gros mot, et on va perdre le bénéfice de son cadre avec des mauvaises roues. Donc j'ai là aussi sur donc j'avais un Spé Roubaix S-Works, donc avec des roues full chrome zéro en aluminium, mais qui sont des très très bonnes roues. J'ai jamais cassé un rayon, j'ai jamais fait dévoiler une roue full chrome. Bon, donc c'est vraiment du super matériel. J'étais en 11 vitesses, Shimano, et mes développements de mémoire, 11-32 à l'arrière et 50-34 devant. Donc en plus petit développement, j'avais donc 34-32. J'ai réduit depuis. Donc même ça, moi, je considère qu'aujourd'hui, il faut partir sur du long avec des choses qui nous permettront de passer de passer avec le moins d'efforts possible et avec le moins de risques possible. Donc, le moins d'efforts possible, là, c'est le développement. Donc, aujourd'hui, j'ai un développement minimum sur mon dernier vélo qui est un ratio inférieur à 1. Donc là, j'étais supérieur à 1 avec 34-32. Là, je dois être à 0,80 de ratio. Mais à la limite, je monte une bosse à 15%.
sans trop d'efforts, sauf si elle est longue. Donc, passer partout avec un développement, ça, on rejoint là, les zones d'intensité dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire, si j'ai un développement qui me permet de garder, disons, une intensité normale dans les bosses fortes, eh bien, en fait, je vais rester dans une zone dite de confort et je vais me préserver. Donc ça, c'est pour le développement. Et puis, on y reviendra tout à l'heure peut-être sur le bilan, mais j'y pense maintenant, c'est le côté éclairage. En fait, quand j'ai fait mon doublé, je prévoyais pas de rouler de nuit. Et vous l'avez entendu tout à l'heure, bon, moi, j'ai été obligé par les intempéries de rouler de nuit. Or, j'étais parti avec un éclairage d'appoint pratiquement, puisque je devais pas rouler de nuit. Et je me suis retrouvé disons, aller entre Gignac et Béziers, dont j'ai parlé tout à l'heure, rouler de nuit. J'ai failli, la dernière heure, ne plus avoir de lumière parce qu'en fait, mon éclairage d'appoint, la batterie s'était déchargée. Donc aujourd'hui, sur du très long, bah, je pars avec un moyeu dynamo et je roule éclairé devant, derrière, de jour comme de nuit. Donc comme ça, je ne peux pas être pris au dépourvu et j'assure au maximum ma sécurité, quoi. Bien sûr, on va parler de la selle, hein, parce que le mal de fesses, ça existe chez les cyclistes de longue distance. Est-ce que tu utilises des prolongateurs? Alors, sur ce doublé, j'en avais pas. Je suis venu au prolongateur pour mon Tour de la France en 2022 que j'ai évoqué tout à l'heure. Et avec le recul, ça aurait été bien que j'en ai sur mes diagonales. Tu as parlé des diagonales après, pardon, des prolongateurs après avoir parlé des problèmes de fesses. Et justement, c'est l'une des raisons qui m'a fait y venir, c'est-à-dire qu'en fait, je crois que sur le long, on a besoin de varier les positions. Pratiquement, moi, jusqu'à ce doublé diagonal, j'ai connu des problèmes d'échauffement fessier, donc pouvant aller jusqu'à des ampoules. D'ailleurs, j'ai été obligé de traiter à Strasbourg, donc c'était quand même ennuyeux. Donc, j'ai essayé d'y remédier au maximum. Et j'ai donc, on va revenir au prolongateur, mais je passe par le reste d'abord. Dans ce que j'ai creusé d'abord la position sur le vélo. C'est-à-dire qu'en fait, il faut être certain d'avoir la bonne position. C'est pas parce qu'on fait du vélo depuis très longtemps qu'on a forcément la bonne position. J'ai fait une étude, je me suis payé une étude posturale. Bon, si on parle budget, c'est 150 € à peu près. Bon, en fait, on a modifié assez sensiblement et par étapes ma position. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais j'ai pris quelqu'un de performant aussi pour l'étude posturale, parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'y met à en faire, donc il faut faire attention, il faut des gens qui ont des références. La personne que j'avais choisie positionnait tous les triathlètes de très haut niveau, donc j'y suis allé en confiance. Donc, une bonne position. Et de deuxième chose, une selle de la bonne largeur. Donc, je me suis rendu compte, après avoir fait une mesure de largeur, d'écartement de mes ischions, que je roulais avec une selle de 143 mm, alors que ce qui était adapté pour moi, c'était une selle de 130. Donc, si vous avez des échauffements fessiers, faites cette mesure. Peut-être que vous êtes dans la bonne largeur, mais tout le temps que vous n'avez pas mesuré, vous ne pouvez pas le savoir. Et puis le troisième élément essentiel, et on reviendra au prolongateur, je n'ai pas oublié, c'est le cuissard. Trouver le bon cuissard. Alors pour ma part, je vais faire un peu de pub, mais il paraît que c'est pas interdit dans tes podcasts. Donc je vais faire un peu de pub pour une marque française qui s'appelle Ozio, qui aujourd'hui est pratiquement leader chez les gens qui font de la longue distance. Et ils ont un modèle qui s'appelle le Grand Fondo, qui permet de, quand on a une bonne position et une bonne selle qui nous convient, ben d'avoir le troisième élément qui est le bon cuissard. Alors après, il y a la position à varier sur le vélo et les prolongateurs vont nous y aider, vont aider d'une part à modifier la position sur la selle, parce que quand on se met sur les prolongateurs, on a tendance à avancer un petit peu sur la selle, donc on va ne plus avoir tout à fait les mêmes appuis. Et puis également, on va reposer les mains, parce qu'en fait, moi j'ai pris les prolongateurs pour mon Tour de la France, et si j'avais pas eu ça, j'avais plus de peau sur les mains au 25e ou 26e jour. Donc de pouvoir de temps en temps tenir les prolongateurs, mais de façon plus lâche,
ça évite de lâcher les mains sur le vélo. On tient toujours le vélo avec les coudes, mais on peut lâcher les mains. Et puis, j'ai une autre technique pour préserver le fessier qui, à mon avis, est pas suffisamment utilisée, notamment lorsqu'on n'a pas l'habitude. C'est que systématiquement dans les descentes, je me repose et j'en profite pour sortir mon fessier de la selle, de reposer en fait, de ne plus reposer sur les endroits où je repose habituellement. Et finalement, sur une diagonale, eh bien, les descentes, ça représente du temps. Et bien, si pendant toutes les descentes, tu sors tes fesses, ben, tu les préserves. Et puis, le dernier point pour préserver le fessier, ben, c'est si on n'a pas de prolongateur, mais même si on en a, c'est de mettre les mains de temps en temps en bas du guidon. C'est pas naturel. On a toujours tendance à rouler plutôt main sur les cocottes. Et ben, si vous observez bien, quand vous passez des mains sur les cocottes aux mains au bas du guidon, votre position sur la selle change et vous avez ce qu'on appelle un basculement du bassin. Et donc, ça veut dire qu'en fait, vos appuis ben, ne sont plus les mêmes. D'ailleurs, quand vous avez des brûlures, ça peut être une bonne façon d'arriver au bout et de ne plus rouler sans arrêt sur les brûlures en basculant le bassin de cette manière-là. Donc, donc, il faut préserver le fessier. C'est vrai que continuer à faire du long avec des problèmes de fessiers, ça devient à la fin très très difficile et on fait pas du long pour souffrir. Enfin, bon, moi pas en tout cas. Quand on parle vélo, on parle beaucoup de fesses, c'est comme ça. Utilises-tu, pardon, utilises-tu de la crème? Alors, j'en utilise plus puisque j'ai plus de problème. J'en ai utilisé sur ce doublet de diagonale à partir de Strasbourg, parce que je suis arrivé à Strasbourg un peu endommagé. Mais depuis longtemps, je n'utilisais plus déjà de crème à titre préventif. Je l'ai essayé, la dernière fois que je l'ai essayé, c'était sur la ronde Aliénor d'Aquitaine, qui est un peu un équivalent de Paris-Brest, Paris. J'en ai mis dès le début et au bout de 100 bornes, c'était pire, quoi. Donc, j'ai arrêté d'en mettre en préventif. Pour avoir échangé avec pas mal de gens là-dessus, beaucoup qui ont fait le même constat que moi considèrent que mettre en préventif, c'est mettre de l'humidité dans le cuissard. Or, ce sont les problèmes d'humidité qui génèrent des frottements et des échauffements. Personnellement, si j'avais encore des problèmes de fesses, je ne mettrais la crème qu'en curatif et non pas en préventif, comme je le faisais avant. Mais le mieux, c'est d'essayer de trouver la solution et de ne plus avoir besoin de crème. Merci. Je quitte un peu les fesses et je reviens au vélo avec les pneumatiques, ta section, ta pression. Alors, je pense qu'ils existaient déjà, mais j'étais en 25 mm en GP 4000 à l'époque, donc de chez Conti. Donc, c'est section normale en long. Mais depuis, sur le long, je suis passé du 4 saisons de chez Conti parce que j'avais quand même des crevaisons. Depuis qu'on est passé du GP 4000 au GP 5000, je trouve que c'est moins résistant aux crevaisons. Donc, je suis passé aux 4 saisons de chez Conti. Et là, j'avoue que je dis pas de bêtises, mais je crois que j'ai encore sur mon vélo, je les ai remis pour Paris-Brest, je suis parti avec des pneus neufs, mais quand c'est pas totalement usé, je les remets après. Je dois avoir en ce moment sur mon vélo un pneu qui a fait mon tour de la France, quoi. Donc, pour moi, enfin, le 4 saisons, à condition de les gonfler à la bonne pression, ça reste un bon choix. Mais quand on passe en 28 4 saisons, il faut pas gonfler comme un 25 GP 5000. Donc, moi, je sais plus, je l'ai plus exactement en tête, mais je dois être en dessous de 5 bars de pression à l'arrière et un peu moins encore à l'avant. Donc, peut-être 4,8 et 4,5, quelque chose comme ça. Mais il faudrait que je leur vérifie. À chaque fois quand je me rappelle plus comme ça, je regarde mon petit tableau que j'ai sous la main. Je vieillis, j'ai perdu la mémoire. Donc, il faut pas surgonfler le confort qu'on gagne. Enfin, plutôt la section qu'on choisit en augmentant la largeur des pneus, c'est pour avoir du confort. Il faut pas gâcher ce confort supplémentaire en surgonflant. Sinon, ça sert à rien. Et donc, on se plaint parfois que, par exemple, des 4 saisons sont trop rigides. Et moi, je me plains pas du tout de ça. Et à mon avis, ceux qui se plaignent de ça sont ceux qui surgonflent. Y a-t-il, avant de partir, des points où tu es particulièrement vigilant sur ton vélo en termes d'entretien, préparation?
Alors déjà, je suis vigilant sur l'entretien de mon vélo toute l'année, mais a fortiori quand je pars sur des choses très longues. Donc à l'époque, je roulais en vélo à patins, donc mes patins étaient neufs. Ma chaîne était neuve au départ sur ce doublé diagonal. Mes câbles et mes gaines étaient neuves. J'avais pas changé mes pédales parce qu'elles devaient être récentes, mais quand je suis parti sur mon tour de la France, je suis parti avec des pédales neuves puisqu'il y avait 5 000 kilomètres à faire. Donc, faut pas non plus tout changer parce que ça va vite coûter cher, mais donc câble, gaine, chaîne, patin ou plaquettes de frein, si, même si elles sont pas totalement usées, si on a un gros orage avec beaucoup de descente, on va user les plaquettes qui vont être à moitié, elles vont être mortes dès le premier jour. Donc, il faut éviter quand même les arrêts au stand. Bon, donc en fait, tout ce qui reste qu'une usure, enfin, je pars pas avec des choses qui présentent de l'usure, en fait. Donc, les pneus, bien sûr, j'allais oublier, mais sur un doublé de diagonale, c'est 2 pneus neufs, quoi. Alors, il m'est arrivé, j'en profite pour le signaler, une péripétie. Euh, Dans ce que j'emmène dans mes sacoches, on reviendra peut-être tout à l'heure, mais j'emmène des chambres à air. Et puis, comme je suis économe, j'avais tendance à réparer mes chambres à air. Et sur mon tour de la France, je suis parti avec une chambre à air neuve et une chambre à air réparée. Et quand j'ai mis la chambre à air réparée après une crevaison, que j'ai voulu la gonfler, eh bien, en fait, ça fuyait par la rustine. Donc, alors, il faut partir avec des pneus neufs, mais il faut partir avec des chambres à air neuves dans sa sacoche et non pas avec des chambres à air avec des rustines. Bon, ça fait un peu bête hein, quand on, disons, d'avoir à dire ça, mais Combien de chambres à air, on pardon, s'en rappelle. sur le Deux. deux, ok, deux. Deux parce que un peu comme la nourriture, c'est pas la peine de surcharger, sauf les dimanches et les lundis dont on en a parlé, mais pour les chambres à air, c'est la même chose. Bon, si tu crèves une fois, il t'en reste une. Si tu crèves 2 fois, alors moi, si je crève une fois et que je passe devant un marchand de vélo, pas loin, je vais faire le détour pour aller chercher la deuxième. Donc, par contre, ça peut arriver que tu n'en aies plus du tout. Et ça m'est arrivé sur le Tour de la France. Donc, j'ai essayé d'en trouver près de cyclos que j'ai rencontrés. Et bon, je vais pas raconter ma vie, mais on m'a donné de chambres à air que ce que j'avais besoin quand j'en ai demandé comme ça. Donc, voilà. Alors, le nombre de chambres à air, ça me fait un lien assez vite avec la bagagerie. Qu'est-ce que tu emmènes? Alors, j'ai systématiquement un deuxième cuissard. Même si on les lave, si on en a qu'un, on peut le laver, mais il sera pas forcément sec le lendemain. Si on repart le lendemain avec un cuissard mouillé, on va s'abîmer les fesses. Donc j'ai un deuxième cuissard systématique et je lave le premier et le lendemain je roule avec le deuxième. Et comme ça, quand je retrouve le premier, il est bien sec. Donc j'ai une veste longue, c'est une Gabba de chez Castelli. J'ai une veste de pluie parce que les gabas sont pas étanches, donc il faut quelque chose de parfaitement étanche par-dessus si vraiment on prend de la grosse pluie. Et puis pas de maillot de rechange, un maillot manche longue parce qu'il peut faire froid. Donc et puis sinon, bah, comme je fais mes diagonales en été pratiquement, donc sur le vélo, si tout va bien, je suis avec une tenue d'été normale. Donc en fait, tout ce que je viens de citer va venir se rajouter en cas de temps plus maussade ou plus froid, y compris donc le sous-vêtement d'hiver qui, à certains moments, peut être nécessaire, quoi. Alors par contre, j'essaye de ne pas dépasser un maximum que je me suis donné. Donc dès que je dépasse 4,5 kg de bagages, j'étudie sérieusement ce que je dois enlever. Parce que c'est vrai que en raisonnant avec beaucoup de prudence, on peut être tenté d'amener beaucoup de choses. Par exemple, j'emmène pas de pneus, mais j'ai 2 morceaux de pneus. Ça fait moins lourd quand même qu'un pneu entier. Donc je pourrais mettre dans une crevasse si pour tenter d'aller chercher un pneu chez un vélociste ou chez un contact aussi. Dans les diagonalistes, il faut partir avec la liste des saristes. Hein. Enfin, je sais pas si on t'en a déjà parlé dans les autres podcasts, mais
on passe en général pas loin de chez des saristes. Et si on les appelle et qu'on a un problème de pneus et qu'on a pu mettre ils ont une fourrure comme j'emmène le temps d'aller chez eux, on va trouver un pneu, quoi. Donc attention de pas prendre les bretelles enfin la ceinture plus les bretelles, ça finit par faire beaucoup de poids. Donc, Et alors justement, tu parlais des habits avant, une veste de pluie, une veste étanche. De quelle veste étanche tu parlais? Tu peux citer une marque? oui, alors j'ai plus, c'est la fameuse veste noire qui se fabrique plus parce elle causait des Oui, problèmes. C'est de la chez Gore-Tex, Gore-Tex, alors. ouais, ouais. Alors, Donc ça, j'ai acheté pas mal de vêtements en 10 ans de longue distance. C'est le meilleur investissement que j'ai fait, quoi. Même, je m'en sers en hiver comme pour lutter contre le vent, qui amène du froid. Donc, des fois, je suis un peu moins habillé en dessous parce que je sais que je peux mettre ça par-dessus. Ça reste respirant, ça me préserve si je dois prendre des averses, ça me coupe le vent. C'est vraiment, mais c'était brûlé cher. Et en plus, je sais plus par quoi c'est remplacé. J'ai pas étudié la question, mais je sais pas si ce qui a remplacé est aussi efficace aujourd'hui. ils avaient des problèmes, je pense, de matière, d'où le fait qu'elle soit noire, ce qui est un handicap. Comment tu Oui, c'est roules? vrai. Tu roules visible, tu roules. Alors quand je mets cette veste, j'ai systématiquement un baudrier rétro réfléchissant, c'est comme ça qu'on dit, dessus. Donc je ne roule jamais en noir. Et même avec cette veste et le baudrier, dans ce cas-là, je vais avoir des chaussettes fluo. Si c'est l'hiver, que j'ai des surchaussures, mes surchaussures vont être aussi jaune fluo. Il faut être vu, quoi. Bon, rouler totalement en noir. On a parlé de l'éclairage tout à l'heure. Donc aujourd'hui, je suis arrivé 2 jours sur le long à rouler éclairé 2 jours et 2 nuits. Si vous n'avez pas d'éclairage, que vous êtes à la tombée de la nuit en hiver ou à l'automne, que vous avez pris un peu de retard sur un 200, votre 200 mensuel, et que vous êtes habillé en noir, vous mettez votre vie en danger, quoi. C'est pas raisonnable. Je reviens un peu en arrière sur la diagonale, la navigation. Tu parlais d'une erreur de trace. Quel GPS utilises-tu et comment t'assures-tu justement d'une bonne navigation? Alors, j'utilise un GPS Garmin. Bon, je pense que il y a d'autres marques aujourd'hui qui sont largement équivalentes. J'ai le dernier de chez Garmin, non pas parce que je change pas pour avoir le dernier, mais l'autre ne tenait plus la charge de batterie. Donc, arrivé à un moment, il faut changer. Donc, j'ai le 1030 plus qui me donne une totale satisfaction. Et je fais attention effectivement à charger les bonnes traces maintenant parce que j'ai des explications, hein. J'avais préparé ce doublé de diagonale un an avant pour des raisons à la fois familiales et puis je crois de confinement, ça n'avait pas été possible. Et je l'ai reporté, mais mes traces avaient été travaillées très longtemps à l'avance. Donc, normalement, ça ne m'arrive pas. Mais néanmoins, aujourd'hui, avant de partir, je m'assure plutôt 2 fois qu'une d'avoir pris la bonne trace, disons, dans mon GPS. Mais, alors, j'envisage pas de rouler sur du long sans GPS. Bon, là aussi, chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais c'est quand même, enfin, moi, je perdrais beaucoup de temps si j'avais pas ça, quoi. J'en perds en plus déjà quand j'en ai, alors, vous imaginez. Quelles autres améliorations ferais-tu depuis cette diagonale si c'était à refaire? Alors, il y a un point donc qui est lié, qui est d'ailleurs une évolution que j'ai faite après le doublé. Comme j'ai pris l'eau sur des orages carabinés, quoi, un orage il y en a un premier que j'ai vu venir. Je me suis abrité dans une gare, et puis l'orage suivant, je l'ai pas vu venir et je l'ai pris. Et donc le temps que je trouve un abri, tout ce qui était dans mes bagages était trempé en fait, hein. Mais trempé, hein, mes tenues de rechange, la GABA, enfin tout était trempé. Tout ce qui était papier était trempé. Mon carnet de route dans lequel on tamponne était bien abîmé. Heureusement, il était dans un sac plastique qui l'avait un peu préservé. Et depuis, en fait, sur de la longue distance, j'emballe tout ce que j'emmène qui craint, quoi. Bon, tout ce qui est réparation, pas nécessairement, mais tout ce qui craint, je le mets dans des sacs étanches. Bon, d'une part parce que mes sacoches à Pidura ne sont
d'une gamme non étanche. Mais même quand on achète des sacoches étanches, j'ai entendu dire que parfois ça pouvait prendre quand même un petit peu l'eau. Donc moi j'emballe tout. Donc je l'ai déjà dit, mais je pars avec de l'éclairage total. Euh, je, je vérifie mes traces. Et puis c'est tout ce que c'est tout ce que j'ai changé véritablement d'important depuis ce doublé de diagonale ou d'autres choses longues que j'ai fait depuis. Si le prolongateur dont on a parlé Mhm. déjà tout à l'heure. Tu parles de l'éclairage Et je suis total passé au disque. au disque. Mhm. Oui, Tu oui, parles je de suis passé l'éclairage. pardon, je termine. Je suis passé au frein à disque parce que c'était pas au doublé de diagonale, mais sur le Tour de la France, dans les descentes de col. J'ai descendu, je crois que c'était le Galibier, sous des trompes d'eau. Il fallait bien que j'avance. Et vraiment, là, j'avais un peu plus de bagages et ça freinait plus, quoi. Donc, je pense que sur du long, le disque, j'ai été contre longtemps, mais sur du très long, avec beaucoup de descentes fortes, ça peut amener un plus. Donc, je suis aussi passé au frein à disque de ce fait-là. Mais c'est postérieur c'est pas aussitôt après les diagonales, mais plus tard. Mais donc, gain en sécurité avec les disques, gain en sécurité avec les feux en permanence. Utilises-tu un rétroviseur? Oui, pas seulement un rétroviseur. Donc, bon, j'utilise un rétroviseur depuis mes premières sorties longue distance. Je me souviens avoir échangé là-dessus avec Diago 41, dont on a parlé tout à l'heure. Et lui, il en avait, et peut-être que sur mes premières sorties avec lui, j'en avais pas, justement. Et c'est lui qui nous disait, en regardant dans son rétroviseur, attention, derrière, il y a un camion qui arrive. Et donc, quand j'ai entendu ça, j'ai tout de suite investi dans un rétroviseur, et un peu plus tard, j'ai investi dans une sonnette. Parce qu'en fait, le rétroviseur, c'est bien pour les voitures qui nous arrivent de derrière. Il y a aussi maintenant tous les radars, etc., qui peuvent nous prévenir, mais je pense qu'un rétro, c'est moins cher et c'est presque aussi bien. Et par contre, la sonnette, c'est utile pour les piétons, parce que doubler un piéton, et je le mesure souvent, hein, sans le prévenir, il faut au minimum faire un grand écart pour ne pas le raser, et même en s'écartant d'1 mètre, si lui, au dernier moment, décide de traverser la route, il vous balance, quoi. Donc, une sonnette, ça pèse rien, ça peut rapporter gros, comme on dit, quoi. Donc, Donc, pour quelques grammes, on améliore vraiment voilà. sa sécurité. Il y a un point souvent difficile quand on fait une diagonale, c'est de rejoindre le point de départ ou rejoindre ton habitation avec le train. C'est une contrainte. Comment tu fais? Alors oui, je prends le train, donc je prends au maximum des TER de façon à voyager vélo non démonté. Mais dès qu'on prend des TGV, c'est très difficile d'avoir des places vélo non démonté. J'ai d'ailleurs eu des PV quand ça m'est arrivé en revenant par exemple d'un mille d'Épinal. Je me suis pris un PV, donc depuis, je démonte. On va lui faire un petit peu de pub, mais j'ai adopté la méthode de démontage du vélo qu'on peut trouver sur le site de GG Diagonaliste. Et je vais pas vous la décrire, comme ça vous irez voir son blog qui est remarquable par ailleurs, mais sur lequel vous pourrez trouver la façon de protéger au maximum et de rentrer dans les dimensions imposées par la SNCF quand on fait voyager son vélo démonté dans un train. Parce qu'il ne suffit pas de le démonter, encore faut-il qu'il soit aux bonnes dimensions, parce que j'ai un ami qui a pris des PV parce que sa sacoche, etc., ou son vélo dépassait et n'était plus dans les cotes, quoi. Je me suis dit ça, je l'avais remis dans mon compte rendu, je crois, de mon doublé de diagonale. Donc finalement, malgré mon retard à Gignac, je suis arrivé, je crois, à Strasbourg avec à peu près 2 heures d'avance. Perpignan. Et donc, ah oui, on a oublié de le dire, mais cette heure de récupération sur un banc à Béziers, je suis reparti après 1 heure seulement de sommeil, tout neuf, quoi. Donc ça, c'est aussi un enseignement, enfin, je vais pas revenir en arrière, mais c'est un enseignement important que tu peux être complètement cramé. Moi, je l'étais, 68 km en 6 heures.
j'aurais dû m'arrêter bien avant, mais j'ai pas trouvé. C'était de nuit, il y avait pas où s'abriter, etc. Donc j'ai attendu une ville avec de façon à pouvoir me poser. Et en 1 heure, on peut retrouver des forces. Et entre Béziers et Perpignan, je vais pas dire que j'ai sprinté, mais j'ai récupéré du temps sur très peu de kilomètres parce que je me suis reposé 1 heure sur un banc et j'ai bien dormi. Donc voilà, alors, je sais plus que. Oui, alors, et arrivé disons, à Perpignan, je me suis fait la réflexion, et maintenant, il va falloir préparer le vélo pour prendre le train. Et je me suis dit, et maintenant, le plus dur commence. Parce que c'est vrai que souvent, on galère quand même avec la SNCF, mais ceci étant, ben, il faut bien des règles. Et ils essayent quand même, ils font des efforts pour améliorer les choses. Donc, on va considérer que ça s'améliore. Alors, ça s'améliore, ça reste difficile. Une diagonale est difficile, on l'a vu avec ta dernière étape. Quel plaisir y trouves-tu à faire une diagonale? Si tu pars de la dernière étape, on n'a pas cité, mais coupé par l'heure de sommeil sur le banc, ma dernière étape sur la deuxième diagonale du doublé, ça a été 480 km. Donc c'est vrai que c'est ce qu'on y trouve. Bon, quand ça se passe bien, comme la toute première, c'est très agréable, quoi. On fait du vélo. Enfin, moi, j'avais fait Brest-Perpignan sans forcer. C'est très agréable, quoi. Et tu te dis, j'ai quand même fait plus de 1 000 km, donc à suivre. Donc t'as une satisfaction personnelle. Je crois que la longue distance, c'est un peu ça. Et quand je disais tout à l'heure qu'on avait tendance à repousser sans arrêt les objectifs, c'est que bah, c'est la satisfaction à chaque fois d'un dépassement supplémentaire. Donc, bah, la première diagonale, bah, c'était peut-être mon premier 1 000 et quelques, quoi. J'avais fait Paris-Brest avant, donc c'était déjà 1 200. Petit à petit augmente et ce doublé, ben, ma grande satisfaction, c'était d'avoir atteint les 2 000, d'avoir surmonté les intempéries sans me mettre en péril, parce que je crois que tout en ayant respecté enfin, la sécurité sur laquelle on a quand même beaucoup insisté, de savoir aussi tirer les enseignements de ça, quoi. Ce qu'on vient de faire avec toi, là, en conclusion, c'est bah, tout ce que j'ai pu changer pour améliorer les choses et puis repartir sur l'objectif suivant avec plus de cartes en main, quoi. Donc, s'améliorer, toujours s'améliorer. Alors, il y a l'amélioration physique. On en a parlé avec comment s'entraîner, comment mieux performer, etc. Mais il y a aussi l'amélioration matérielle, il y a l'amélioration des vêtements, il y a l'amélioration des accessoires sur le vélo. Tout ça est un plaisir moi, j'ai beaucoup de plaisir aussi, on n'en a pas parlé, mais à tracer. Alors, avec l'inconvénient que j'ai eu de ne pas avoir la bonne trace, mais euh, j'ai terminé récemment le traçage d'une traversée de France que je vais faire encore avec Stéphane Gibon cette année, et à la suite de laquelle je vais enchaîner un tour de la Suisse. Et je prends beaucoup de plaisir à tracer ça, quoi. C'est déjà le voyage. Donc, bah, dans les plaisirs d'une diagonale, il y a le plaisir aussi du traçage, de la préparation, du rêve qu'on va avoir. Et puis parfois, il y a la réalité qui est un peu plus difficile. Mais c'est tellement bien de se dire qu'on a vaincu les difficultés, quoi. Vaincre les difficultés sans se mettre en difficulté. Voilà. Donc, enfin, si c'est une nuance. Mais voilà, ouais, ouais. Par rapport à sa santé, je l'ai abordé à plusieurs reprises en ce qui me concerne, mais par rapport à sa sécurité, par rapport à plein de choses, quoi. Bon. Alors, une fois que tu reviens chez toi après ta diagonale qui s'est plus ou moins bien passée, pour la valider, tu as l'obligation de faire un compte-rendu, un écrit. Moi, c'est un plaisir. C'est un plaisir, bon, d'abord parce que j'ai eu des métiers où j'ai eu beaucoup à écrire, donc j'ai gardé ce plaisir d'écrire. Et puis, à l'expérience, on oublie très, très vite, quoi. Même sur des épreuves, entre guillemets, épreuves qui ne sont pas des diagonales, j'ai tendance à garder un album photo avec un minimum de texte qui accompagne les photos, de façon à ce que 4, 5, 6 ans plus tard, je puisse, rien qu'en revoyant les photos, les quelques mots que j'ai mis avec, j'oublie pas, quoi. Donc, c'est pour moi, oui, il faut écrire un petit peu. Alors, c'est vrai que là,
c'est pas très exigeant ce que demandent les diagonalistes. On peut faire court, on peut faire plus long, on peut faire original. Il n'y a pas de règle. Donc, bon, j'en ai fait, j'ai pu, je crois que c'était pour une super randonnée que j'ai fait euh, l'ours Qatar et j'ai fait un compte rendu en abécédaire. Donc, et la personne qui à l'époque gérait des super diagonales pour la CP avait trouvé ça très très drôle. Elle aurait pu dire oh là là, ça va pas, ça c'est pas un compte rendu. Donc ça peut être rigolo de faire un compte rendu. Faut le prendre comme ça quoi. Puis ça c'est une trace qu'on garde. Enfin, un point important, c'est pour les aspirants diagonalistes, quel conseil pourrais-tu donner à quelqu'un qui souhaite faire sa première diagonale? J'en aurais qu'un, enfin, j'en aurais deux peut-être quand même. Le premier, c'est de lui dire fonce, quoi. C'est-à-dire, tout durant que tu n'as pas essayé, tu ne sauras pas si tu peux le faire. Par contre, fonce en te préparant. Et puis, si tu te prépares bien, bah, écoute les podcasts de Marc sur les diagonalistes et les diagonales et essaye d'en tirer le plus de profit possible pour partir avec le plus de cartes en main possible. Mais moi, je le dis toujours, les épreuves longue distance, c'est à la portée de tout le monde dès lors que tu es en bonne santé et que tu es correctement entraîné et que tu pars avec un matériel en bon état. Le reste, Là, il faut y aller par étapes, peut-être, qu'on l'a dit, hein, pas faire 3000 d'un coup. Et, bon, peut-être choisir une diagonale pas trop dure, c'est pas la peine d'aller juste, de prendre celles qui vont vers Menton d'entrée de jeu. Bon, la première, tu partirais avec un mentor ou seul? avec, Avec quelqu'un qui t'accompagne pour une ah oui, première oui. diagonale? Ou seul, ou ça Là, appartient à chacun? j'ai pas de choix. Moi, j'ai fait le choix de rouler tout seul parce que je considère que c'est très égoïste. Hein. Il y a plus d'inconvénients à être à plusieurs sur le long que d'avantages. Hein. On n'est pas fatigué au même moment, on n'a pas les mêmes ennuis mécaniques au même moment, et finalement, on cumule les difficultés et c'est pas compensé par, à mon avis, ce qu'apporte. Mais si on se sent pas à l'aise à partir tout seul, il y a plein de gens qui veulent pas rouler tout seul, hein. Donc il faut faire avec quelqu'un d'autre. Et je sais que mon ami Diago 41 a initié beaucoup de monde à faire des diagonales et, et peut-être que les gens qu'il a initiés ne les auraient pas faites tout seuls, toutes seules. Dernier point, Alain, quel est ton prochain projet pour cette année 2024? Ben, je les ai déjà cités, donc en fait, oui, je vais faire la traversée de France qui va nous amener à côté de Perpignan. Donc, je vais retourner là-bas et puis il va nous faire monter en Alsace en passant par les différents vignobles des régions traversées. Ça s'appelle In Vino Veritas. Alors, je ne peux pas faire de pub parce que c'est complet, mais sur les prochaines traversées de France, si vous n'avez pas encore fait, pensez-y. C'est très vite rempli, donc il faut être vigilant sur la date d'inscription. Et puis, si vous n'avez pas fait les premières, elles peuvent se faire en randonnée permanente. Donc, faites-les. Elles sont toutes intéressantes. Moi, je n'en ai fait que deux sur les quatre déjà faites. Mes camarades qui ont fait les autres ont dit beaucoup de bien des autres. Donc, les quatre traversées de France de Stéphane Gibon du Cycle Club de Montebourg. Stéphane est aussi le responsable de la commission longue distance à la Fédération française de cyclotourisme, la FF Vélo. Donc, c'est quelqu'un qui connaît bien la longue distance, donc il fait des trucs extraordinaires. Donc, n'hésitez pas. Donc, je vais faire cette traversée. Et puis, comme je serai en Alsace et que prendre le train pour rentrer chez soi, puis repartir pour faire un autre défi, c'est pas évident. Donc, je profiterai d'être en Alsace pour aller en Suisse et de faire le tour de la Suisse et cette fois-ci avec une journée de repos je vais déroger pour voir ce que ça donne entre la traversée de France et le Tour de Suisse. Et peut-être tu passeras voir Jocelyne. Ah, peut-être, oui. Avant de repartir, mais on s'arrête on s'arrête à Châtenois et c'est quand même pas mal au sud de Strasbourg, donc je vais peut-être pas aller jusqu'à Strasbourg puisque après je redescends sur Berne, donc je vais pas, non, je ne pense pas aller à Strasbourg, mais je lui téléphonerai peut-être. Eh ben, en tous les cas, je dirais bonjour de ta part assez vite à Jocelyne. Ouais. On va arriver au terme de ce podcast. As-tu eu encore quelque chose à ajouter? Bah, écoute, non, je trouve que t'as eu une super idée de lancer
ce podcast sur ce format de longue distance, parce que c'est vrai que c'est un format qui a souffert longtemps de son image. On peut le dire, quoi. C'était considéré par certains jeunes comme un peu ringard. Et je trouve que ça se rajeunit bien. Et je vois, moi, beaucoup de jeunes qui se lancent dans ces choses-là avec beaucoup de satisfaction. Donc, voilà ce que je voulais rajouter. Donc, il faut écouter tes podcasts, pas forcément celui qui nous a réunis, mais tous les autres. En tout cas, alors c'est vrai que les Diagonales de France, ça aura bientôt un siècle, hein, donc ça fait longtemps que ça existe. En tout cas, Alain, c'était un grand plaisir de partager ce podcast avec toi. Je te remercie particulièrement pour avoir partagé sans retenue ton expérience. Ton retour sera précieux pour d'autres diagonalistes, j'en suis certain, confirmés ou en devenir et qui souhaitent se lancer dans cette aventure qui est une diagonale ou autre longue distance à vélo. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir rejoints. N'hésitez pas à nous envoyer un email à diagonaliste au pluriel @gmail.com si vous avez des questions, des suggestions ou bien sûr une diagonale à partager. Au plaisir de vous retrouver lors d'un prochain podcast. Et d'ici là, belle balade à vélo. Merci beaucoup. Au revoir Alain. Au revoir, plaisir partagé.